Alors, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette quatrième édition des webinaires d'actualité qui donne la parole à un expert pour évoquer une thématique, des thématiques d'actualité. Je suis Brice Matter, fondateur de nouveaux médias qui vous propose PIActu. Pour ce quatrième numéro, j'ai le plaisir de recevoir Maître Clara Viguier pour évoquer trois sujets. Bonjour Clara. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors pour commencer, je vais déjà vous rappeler ce qu'est PIActu. C'est un nouveau média en ligne qui a vocation à vous proposer de l'information en matière de propriété intellectuelle. C'est une partie d'un projet plus global de médias en ligne appelé Nouveaux Médias, NOUVO, qui comprend d'autres comptes parmi lesquels droit du numérique actualité, droit social actu, droit de la famille actu. Dans un premier temps, le contenu proposé était constitué de posts, hein, et j'ai depuis peu le plaisir de vous proposer des webinaires d'information que vous pouvez retrouver en replay vidéo et podcast, hein, sur YouTube et sur Apple Podcast, Deezer et Spotify, et en newsletter. Je vous transmettrai les liens en commentaire ici-bas. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir Maître Clara Viguier. Alors, première question, Maître Clara Viguier, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, bien entendu. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci, Brice Matter, donc, pour cette invitation. Donc, je m'appelle Clara Viguier, je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle à Paris depuis 2015. J'ai créé mon cabinet il y a 1 an et demi maintenant, à peu près. Auparavant, j'ai été avocate au sein du cabinet Benoliel Avocat auprès de Sylvie Benoliel-Clos et Anne-Sophie Leroy. Et parallèlement à mon activité, je suis également enseignante à l'INPI auprès de l'Académie INPI, à l'École supérieure de journalisme, et j'ai également régulièrement dispensé des cours à l'ESCP, à la Sorbonne et à Paris 2 Assas. Merci. Alors, le programme du jour. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'appréciation de l'originalité d'une œuvre. Ensuite, nous allons évoquer la contrefaçon et le flacon de parfum avec la marque 3D et les dessins et modèles. Nous allons enfin évoquer la cession de marques et les rachats de magasins. Alors, concernant l'appréciation de l'originalité d'une œuvre, on va évoquer ici plusieurs décisions, en fait, plusieurs décisions qui ont beaucoup fait parler. On va commencer déjà par la première, l'affaire Spectral versus Le Monde. Est-ce que vous pourriez nous repositionner un petit peu les faits, le contexte de l'affaire? Oui, bien sûr. Alors, avant d'évoquer cette affaire, donc je souhaiterais juste rappeler un petit peu le contexte général pour la présentation des différentes affaires. Il m'a paru intéressant, là, dans le cadre de ce webinaire, de nous plonger sur vraiment cette notion d'originalité en matière de droit d'auteur, parce qu'aujourd'hui, donc, les tribunaux ont tendance à apprécier avec de plus en plus de rigueur, donc ça fait déjà depuis quelques années, cette notion d'originalité, et cette notion, l'appréciation de cette originalité est essentielle pour pouvoir prétendre à des droits d'auteur et ainsi agir en contrefaçon de ces droits d'auteur si jamais on est effectivement victime d'actes de contrefaçon. Et j'effectue donc très régulièrement des veilles juridiques, enfin jurisprudentielles, et j'ai identifié que il y a souvent, quelles que soient, on va dire, les créations qui sont prises en considération, voilà, il y a tout un tas d'éléments qui sont pris, qui sont examinés par les tribunaux pour caractériser justement cette originalité. Et donc aujourd'hui, donc dans le cadre de ce webinaire, j'ai voulu extraire trois décisions notamment qui portent donc effectivement sur la première qui va être évoquée, donc qui porte vraiment sur la typographie, et également deux autres pour finalement par la suite extraire des éléments clés sur comment caractériser cette originalité. Donc, par rapport à la première décision, qui porte sur la typographie, c'était une décision qui m'a paru intéressante. C'est une décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire, donc qui n'est pas en principe définitive, puisque un recours auprès de la Cour d'appel peut éventuellement, enfin un appel en tout cas peut éventuellement avoir été initié auprès de la Cour d'appel. Mais c'est une décision qui est intéressante parce qu'elle portait sur l'appréciation de l'originalité d'une typographie, donc de lettres qui avaient été écrites par une personne qui est extrêmement connue, donc c'est un typographe français de renommée,
qui était notamment connu pour avoir réalisé sur commande la typographie du journal Le Monde. Et en l'espèce, il avait agi en contrefaçon à l'encontre de l'un de ses anciens collaborateurs, qui est également un typographe professionnel et de renommée, au motif que cet ancien collaborateur avait réalisé une typographie qui s'appelle la typographie spectrale, qui lui avait été commandée par la société Google pour être intégrée au service Google Fonts. Et donc là, dans cette espèce, les tribunaux se sont attardés sur l'appréciation de l'originalité de la typographie en question qui était revendiquée par le typographe, pour savoir si effectivement la typographie seconde était de nature à porter atteinte aux droits d'auteur de ce typographe. Et apparemment, donc il s'agit d'une des premières décisions qui aurait été rendue en la matière, puisqu'auparavant, on avait toujours plus ou moins des décisions qui portaient plutôt sur un typographe qui agissait à l'encontre de personnes qui pouvaient éventuellement reproduire sans autorisation sa typographie et non pas à l'encontre d'un autre typographe qui aurait réalisé une typographie sur commande et donc apprécier dans quelle mesure finalement cette typographie seconde reprendrait les caractéristiques originales de la première typographie. Et là, en l'espèce, les tribunaux ont admis que la typographie en question est bien originale. Ils ont effectivement reconnu que le demandeur, donc le typographe qui sollicitait, qui avait agi en contrefaçon, parvenait à caractériser l'originalité de la typographie en question, qui se caractérisait au regard, donc c'est des éléments assez techniques en matière de typographie, de graisse, d'empattement, d'une goutte, du glyphe, etc. Et donc, ils ont admis ici, en l'espèce, qu'il arrivait à justifier des efforts créatifs qui avaient été entrepris pour réaliser cette typographie. Par rapport à cette décision, je vous ferai part de mon analyse par la suite, à la fin justement de cette partie sur l'appréciation de l'originalité, parce qu'il y a des éléments qui sont intéressants justement sur comment est caractérisée l'originalité. Donc là, voilà, c'était une décision qui est plutôt favorable au regard du typographe, qui avait effectivement admis que cette typographie portait l'empreinte de la personnalité de son auteur. La seconde décision, c'est une décision qui, on peut parler d'une saga judiciaire parce que c'était une décision qui a été rendue par la Cour d'appel sur renvoi après que la Cour de cassation se soit prononcée et ait cassé un précédent arrêt d'appel. C'était une décision qui opposait l'ALIC à Habitat au regard de vers, et plus précisément de la tige d'un vers. Et donc, c'était les vers qui faisaient partie de la collection 100 points. Donc, c'était les vers qui étaient revendiqués par la LIC. Et la LIC incriminait à l'encontre de Habitat, notamment donc, des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles, à la suite de la commercialisation de vers qui étaient référencés sous la référence Glitz. Et là, dans cette décision, donc je m'attarde uniquement sur la partie, on va dire, contrefaçon de droits d'auteur. Ce qui est assez intéressant, c'est que la LIC a été déboutée de ces demandes qui étaient fondées sur le droit d'auteur au motif que l'originalité des tiges, donc là, on se fondait vraiment sur la tige du vers et non pas le vers à proprement parler, qui était revendiqué, donc uniquement sur la tige, au motif que l'originalité de la tige du vers n'était pas suffisamment caractérisée. Pourquoi ? Parce que la Cour a reproché à Habitat de s'être, entre guillemets, contentée uniquement de procéder à une description, on va dire, une simple description des caractéristiques de la tige du vers sans démontrer en quoi ces caractéristiques portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur et en quoi, du coup, ces caractéristiques traduisaient des efforts créatifs et donc susceptibles de caractériser en ce sens une certaine originalité. Et également, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la Cour a relevé que la tige du vers qui était revendiquée, alors c'était une tige, là c'est un schéma, mais la tige portait, on va dire, des stries, était revêtue de stries verticales.
Et la société Lalique n'a pas revendiqué la présence de ces stries sur cette tige. Et la Cour a relevé que, donc, s'étonne, entre guillemets, du fait que ces stries qui pourtant confèrent, en tout cas à ce verre, à la tige de ce verre Lalique, une certaine impression qui pourrait être originale, a relevé donc que ces stries n'étaient pas revendiquées. Et elle souligne que finalement, ces stries n'ont pas été revendiquées parce qu'elles n'apparaissent pas sur les vers qui sont incriminés, donc les vers habitat. Et lorsque l'on procède à une analyse comme ça de la contrefaçon, on se fonde uniquement sur la combinaison des caractéristiques originales qui sont revendiquées par le demandeur et on apprécie si cette combinaison de caractéristiques originales est reproduite sur les produits qui sont incriminés. Et donc là, dans la mesure où cette string ne se retrouvait pas sur les produits Habitat, c'est peut-être sciemment que la société de Lalique n'avait pas revendiqué ces stries pour justement qu'on ne puisse pas lui opposer le fait que cette caractéristique originale ne se retrouve pas sur le verre Habitat. Mais quoi qu'il en soit, voilà, par rapport à l'originalité de la tige de son verre, alors même qu'il pouvait s'agir en tout cas de verres qui sont, voilà, qui ont bénéficié, on va dire, d'une certaine notoriété, d'un certain succès commercial, l'originalité n'a pas suffisamment été caractérisée parce qu'elle n'a été décrite uniquement de manière objective, sans que les considérations subjectives, qui sont propres vraiment à l'auteur, lorsqu'il définit en quoi son œuvre porte l'empreinte de sa personnalité, en quoi finalement, oui, ses caractéristiques étaient propres à son auteur. Merci. Alors là, on va changer d'univers. On va passer du côté des influenceurs qui font beaucoup parler d'eux en ce moment, avec ce selfie de l'influenceuse Mercredi. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'histoire de ce selfie? Oui, alors donc par rapport à cette affaire, donc il s'agissait effectivement d'une influenceuse qui a pour habitude, dans le cadre des réseaux sociaux, de se prendre en selfie dans un ascenseur pour présenter ses tenues, accompagnée de son chien. Et elle avait agi en contrefaçon de ses droits d'auteur et puis également concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre d'une marque de mode, au motif que dans le cadre d'une campagne de mode, cette marque avait reproduit sur l'un des visuels de la campagne l'un de ses selfies. Ou en tout cas, je ne sais pas une copie servile, mais en tout cas, c'était on identifiait une mannequin qui prenait, on va dire, voilà, qui se prenait en selfie dans un ascenseur, accompagnée de son chien. Et donc, l'influenceuse revendiquait des droits d'auteur sur la photographie en question, dont elle incriminait justement sa reproduction de manière illicite. Et elle a été déboutée de ces demandes au motif que l'originalité de sa photographie n'a pas été démontrée et donc que cette photographie ne pouvait être protégée par un droit d'auteur. Pourquoi cette originalité n'a pas été rapportée? Parce que l'influenceuse en question soulignait, donc décrivait, on va dire, les caractéristiques de cette photographie, donc le fait de se prendre en photo dans un ascenseur, en selfie, accompagnée de son chien. Elle décrivait également les choix qui avaient été adoptés au regard de l'angle de vue, des lumières, de la prise de vue, des lumières, des contrastes, etc. Pour autant, les tribunaux ont considéré que finalement, elle ne témoignait pas, ne justifiait pas suffisamment d'un apport créatif de sa part, que les choix qui étaient adoptés finalement ne relevaient pas de ses propres choix. Les tribunaux relèvent par exemple, s'agissant de la lumière, qu'il s'agit finalement peut-être que uniquement de la lumière artificielle de l'ascenseur et non pas de choix qui auraient été pris en considération, elle, en amont, pour conférer justement cette originalité à sa photo. Et également, les tribunaux ont relevé que finalement, le fait de se prendre comme ça en selfie dans un ascenseur, accompagné en tout cas d'un animal de compagnie, c'est quelque chose qui est déjà exploité qui avait déjà été utilisé par d'autres influenceurs et que ça relève également finalement d'une thématique ou d'un concept. Et donc, l'influenceuse en question ne pouvait pas s'approprier ce concept même de se prendre en selfie. Parce que dans le cadre pour démontrer justement que sa photographie bénéficiait d'une certaine originalité, l'influenceuse soulignait le fait qu'elle était connue par sa communauté
pour les démarches qu'elle avait entreprises depuis quelque temps déjà, visant à se présenter de manière régulière dans son ascenseur avec ses selfies. Et donc ça, les tribunaux distinguent bien le fait de revendiquer les droits d'auteur sur une création à proprement parler qui est la photographie versus revendiquer finalement des droits sur un concept qui est plus général de se prendre en selfie dans un ascenseur accompagné d'un animal de compagnie. Merci. Je fais juste un petit point sur les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques ou des observations, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires en bas. On essaiera de poser ces questions dans la même partie, évidemment, pour ne pas voilà, perturber trop le déroulé. Et sinon, ce sera en fin de séance qu'on continuera dessus. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, vos observations dans la section commentaires et on y reviendra dessus. Alors, toujours sur l'appréciation de l'originalité d'une œuvre, on va maintenant parler aussi d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis cette fois, avec l'affaire du portrait de Prince qui avait été repris par Andy Warhol. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette histoire? Oui, alors par rapport à cette affaire, là, ce qui est intéressant, c'est alors moins par rapport à l'originalité de l'œuvre, mais plutôt sur l'appréciation des actes de contrefaçon qui est incriminé à l'encontre de la Fondation Warhol. Là, en l'espèce, dans cette affaire, donc c'est une décision qui a été rendue par la Cour suprême des États-Unis. C'était une photographe, donc Lynn Goldsmith, qui a agi contre notamment la Fondation Andy Warhol, parce que donc précédemment, elle avait permis, en fait, elle avait accordé au magazine Vanity Fair une licence qui portait en fait sur l'utilisation d'une photo qu'elle avait prise, elle, de Prince, à l'origine, avant qu'il devienne l'artiste qu'il a été par la suite. Et dans le cadre de cette licence qui était accordée à Vanity Fair, en fait, elle s'apportait donc sur on va dire une adaptation qui était faite par sa photo par Andy Warhol, donc une adaptation qui était réalisée de sa photo sous la forme d'une sérigraphie. Et par la suite, Andy Warhol a décliné cette adaptation sous la forme de plusieurs portraits donc, sérigraphiés de Prince, qui étaient coloriés, on va dire, de différentes couleurs, un peu à la manière des portraits que l'on connaît tous de Marilyn Monroe. Et plusieurs années par la suite, lors du décès, il me semble que c'était, oui, lors du décès en tout cas de Prince, Vanity Fair a souhaité faire une édition spéciale en hommage à cet artiste et ils ont reproduit en couverture de leur magazine l'une des sérigraphies donc, qui avait été réalisée par Andy Warhol de Prince, mais qui ne correspondait pas à la sérigraphie originale telle qu'elle avait été consentie par la photographe. Et donc, la photographe a agi en contrefaçon de ses droits d'auteur à l'encontre de la Fondation des Warhol, au motif que finalement, la reproduction de cette sérigraphie, donc, que l'on voit ici à gauche, portait atteinte à ses droits d'auteur parce qu'elle n'avait jamais consenti pour que sa photo soit adaptée de cette manière. Et en défense, donc la Fondation Andy Warhol s'est prévalue de la notion de fair use telle qu'elle existe aux États-Unis pour faire valoir le fait que finalement, alors ici on pourrait assimiler ça à mon sens à de la liberté d'expression, de la liberté de création, que ça relevait, on va dire, de la liberté créative de l'artiste. Mais la Cour suprême a considéré qu'en l'espèce, il y avait, que la contrefaçon était effectivement caractérisée parce que notamment la photographie, enfin la sérigraphie litigieuse ne se distinguait pas suffisamment de la photographie d'origine et que ces deux, donc entre la sérigraphie et la photographie, ces deux créations poursuivent le même but, donc reproduire Prince, et que l'utilisation incriminée avait une nature commerciale, et donc finalement, les pratiques qui avaient été réalisées par la Fondation Andy Warhol ne pouvaient pas rentrer dans le champ de l'exception du fair use. Et cette décision, en tout cas, on peut faire une transposition, on va dire, en droit français, avec plusieurs décisions. Et je pensais notamment donc à la décision que l'on peut voir, que l'on va aborder juste après, qui portait sur une œuvre qui a été réalisée par Jeff Koons. Donc c'était cette décision qui s'appelle Naked et c'était Jeff Koons donc qui s'est déjà fait condamner à plusieurs reprises, mais donc là en l'espèce c'était par la Cour d'appel de Paris en 2019.
Et là, en l'espèce, c'était une photographe qui avait agi, donc les ayants droit plutôt d'une photographe qui avait agi en contrefaçon des droits d'auteur de cette photographe à l'encontre de Jeff Koons, au motif que cette création, cette sculpture de Jeff Koons, portait atteinte aux droits d'auteur que détenait la photographe sur sa photographie originale, qui reproduisait également 2 enfants nus. Il s'agissait d'une photographie qui n'a jamais été commercialisée, mais c'est une photographie en noir et blanc, sur laquelle on voyait ces enfants qui adoptaient la même posture. Alors, il n'y avait pas des fleurs en bas, il y a des adaptations qui ont été réalisées par Jeff Koons, mais en tout cas, voilà, les caractéristiques, la combinaison des caractéristiques originales de cette photographie se retrouvait sur cette sculpture. Et là, en l'espèce, la Cour d'appel a admis parfaitement l'originalité de la photographie en cause, selon un attendu qui est particulièrement long, donc à la lumière justement des choix créatifs qui avaient été entrepris par la photographe pour conférer justement cette originalité. Et ils ont reconnu que la combinaison des caractéristiques qui confèrent donc cette originalité à la photo avait bien été reproduite par Jeff Koons. Et en défense, Jeff Koons se prévalait de cette liberté de sa liberté d'expression, de sa liberté de création, mais également de l'exception de parodie. Et les arguments en défense de Jeff Koons n'ont pas été reçus par la Cour d'appel, qui a considéré qu'il y avait bien une action, qu'il y avait bien atteinte aux droits d'auteur de la photographe en question. Merci. Merci. Alors maintenant, on peut voir la dernière décision concernant les scènes de plateau. Est-ce que vous pourriez revenir sur… Oui. Alors, sur… cette décision m'a paru intéressante toujours dans le cadre de l'appréciation, et je vais le voir par la suite, sur comment apprécier finalement l'originalité d'une création. Cette décision, elle suit un peu un courant jurisprudentiel. Il y avait déjà eu 2 décisions sur cette thématique, sur cette notion de scène de plateau. Les scènes de plateau, c'est quoi? C'est finalement les photographies qui sont prises par un photographe de scènes de plateau dans le cadre de tournage de films. Et là, en l'espèce, il s'agissait de mémoire d'un film, du film de Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard. Et donc, il y avait un photographe qui était présent lors des scènes de tournage et qui a pris certaines photos lors de la réalisation de ce film, et qui incriminait une société qui avait reproduit sans autorisation les photos qu'il avait prises à l'époque, dans le cadre de la réalisation de ce film. Et donc, l'originalité des photos que ce photographe avait prises était débattue devant la Cour d'appel de Versailles, parce que lui revendiquait, bien entendu, des droits d'auteur sur les photographies en question, et en défense, on arguait que ces photographies ne sont pas originales. Et la Cour d'appel de Versailles a suivi la position de la défenderesse, au motif que finalement, même s'il s'agit d'un photographe qui est apte à démontrer qu'effectivement il a entrepris certaines décisions quant, je sais pas, quant à la production de la photo, quant aux lumières, à la prise de vue, etc., que finalement son apport créatif ne se distinguait pas suffisamment des choix créatifs qui avaient été entrepris par le réalisateur Jean-Luc Godard de son film. Et donc finalement, dans le cadre de ces photographies, on retrouvait la patte artistique du réalisateur Jean-Luc Godard, et en d'autres termes, que ces photographies ne se contentaient uniquement que de capter des images du film, mais donc que finalement les choix créatifs du photographe n'étaient pas propres à lui, mais relevaient davantage des choix créatifs du réalisateur qui lui-même avait défini, on va dire, des éléments visuels des scènes de film, et donc de facto qui étaient reproduites sur les photos. Merci. Alors, question suivante, est-ce que vous pourriez émettre quelques recommandations au vu de ce qu'on vient de voir concernant l'originalité d'une œuvre pour se protéger? Oui, alors effectivement, c'est pour cela que je voulais parler un petit peu des décisions précédentes, parce qu'à mon sens, il y a différents points, différentes choses qui peuvent être extraites de ces décisions pour nous permettre un peu de mieux comprendre comment l'originalité est aujourd'hui abordée par les juridictions. Donc, comme je disais tout à l'heure, les tribunaux apprécient avec de plus en plus de sévérité, malheureusement pour les créateurs, l'originalité des œuvres. Et d'ailleurs, ça a été entériné par la Cour de cassation à plusieurs reprises. Il y a différentes décisions de la Cour de cassation qui avaient cassé
certaines décisions de la Cour d'appel au motif que l'originalité n'avait pas été suffisamment caractérisée. Et ça a également été entériné par des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, dont notamment l'arrêt Cofemel, qui avait été rendu par la CGE, il me semble, en 2019, si je ne veux pas me tromper, en termes de date, mais en matière d'art appliqué. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce que je comprends, enfin, ce qu'on identifie de la part un peu de la jurisprudence d'une manière générale, c'est que l'originalité, déjà, doit être caractérisée en 2 étapes. La première des choses à faire, c'est bien entendu la plus importante, c'est de caractériser les caractéristiques justement originales de l'œuvre que l'on revendique. Donc, c'est de procéder à une description objective de l'œuvre, à proprement parler, en décrivant donc ces caractéristiques. Et donc, de définir la combinaison de ces caractéristiques. Donc, de dire, typiquement, si on reprend par exemple pour la première décision qui est portée sur la typographie, de définir que la typographie en question, ses caractéristiques reposent sur la forme des lettres qui ont été adoptées, l'empattement de l'écriture, etc. C'est vraiment une simple description objective. Et cette description est fondamentale parce que c'est cette combinaison de caractéristiques qui va devoir être retrouvée sur l'œuvre qui est arguée de contrefaçon. Une fois que l'on a défini la combinaison de ces caractéristiques, on ne peut pas s'en arrêter là en disant simplement que ces caractéristiques sont originales parce qu'elles portent l'empreinte de la personnalité de son auteur, parce qu'elles témoignent de choix créatifs. Les tribunaux ont tendance à sanctionner les demandeurs qui finalement se contentent uniquement de souligner ou de procéder par voie d'affirmation ces éléments-là. Et ce qui était justement reproché dans nos 2 affaires qui portaient sur les vers laïques, mais également qui ont porté sur la photographie de l'influenceuse, c'est de ne pas aller au-delà, on va dire, dans le cadre de leur démonstration. Et effectivement, une fois que l'on a caractérisé ces caractéristiques originales, de décrire avec précision en quoi ces caractéristiques témoignent de choix créatifs. Et donc de se mettre à la place de l'auteur, et non pas à la place du spectateur ou du consommateur, de se mettre vraiment à la place de l'auteur et d'expliciter pourquoi l'auteur, donc c'est une conception purement subjective, d'expliciter pourquoi l'auteur a voulu adopter ses choix créatifs, a voulu créer sa création de telle et telle manière, etc. Donc ça, c'est vraiment un raisonnement qui est extrêmement important, qui doit vraiment être réalisé en 2 étapes, avec d'une part les caractéristiques objectives de la création, mais d'autre part une description qui est purement subjective et qui est réalisée à la lumière de l'auteur à proprement parler et non pas à la lumière de nous, internautes, spectateurs ou consommateurs. On peut avoir, ou en tout cas comment on peut apprécier la création à proprement parler. Ça, c'est la première chose à prendre en considération. La deuxième chose, c'est un rappel, c'est que l'originalité ne s'apprécie pas à la lumière du mérite de l'œuvre, à la mérite de l'auteur. Et ça, c'est quelque chose qui avait été souligné, ou en tout cas qui a été rappelé dans notre affaire sur la typographie, par le tribunal judiciaire de Paris, parce que, alors, l'auteur en question a bien caractérisé l'originalité de cette typographie, mais il mettait également en avant les travaux préparatoires qu'il avait réalisés pour concevoir cette typographie à proprement parler, le succès commercial de cette police d'écriture et également sa propre renommée et son prestige. Et ça, le tribunal souligne bien que l'ensemble de ces éléments sont inopérants pour caractériser l'originalité d'une œuvre. Et donc, on ne peut pas finalement, et c'est également quelque chose aussi qui a été souligné par Jeb Koons en défense, au motif que finalement, la photographie qui lui était incriminée à son nom, enfin qui était revendiquée en l'espèce, n'avait pas fait l'objet d'un succès commercial puisqu'elle n'avait pas été commercialisée. Peu importe finalement la notion de mérite, la notion de prestige ou de succès commercial de l'œuvre qui est revendiquée. On ne se focalise ici que sur vraiment quels ont été les choix créatifs, entrepris par l'auteur pour réaliser sa propre création.
Et enfin, également un autre point qui est important, c'est la notion de création à proprement parler, c'est-à-dire de savoir de quoi on parle. Il y a plusieurs décisions de la Cour de cassation qui avaient été rendues sur ce point, notamment lorsque l'on revendique plusieurs créations. Il est important de caractériser l'originalité de chacune des créations. On ne peut pas se contenter uniquement de caractériser de manière générale l'originalité de tout un tas de créations, au motif que ces créations traduisent des choix créatifs qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur, parce qu'elles s'inscrivent dans le même univers. Il faut vraiment faire l'effort de caractériser création par création, enfin l'originalité de chaque création séparément. Et notamment dans le cadre, par exemple, de cette décision qui est portée sur la photographie de l'influenceuse mettait en avant le fait que cette photographie, alors elle en revendiquait une dans ce cas d'espèce, mais que la photographie en question, finalement, elle était connue pour les démarches qu'elle entreprenait, de se mettre en avant dans cet ascenseur et de se prendre en selfie dans le cadre de cet ascenseur. Et ça, la Cour, justement, souligne bien qu'elle ne peut pas, il faut qu'elle prenne l'initiative de bien caractériser la photographie qui est incriminée en l'espèce et qu'elle ne peut pas se prévaloir d'un concept plus général ou d'une patte artistique plus générale qui a trait, on va dire, à l'ensemble du contenu qu'elle réalise. Merci, merci Maître Viguier. Alors j'ai une question, est-ce que vous pourriez revenir concernant justement cette affaire de selfie, sur la position de la Cour concernant la concurrence déloyale parasitaire? Oui, alors effectivement, la HCC également, sur les fondements de la concurrence déloyale et parasitaire, elle a été déboutée de ses demandes par la Cour sur ce fondement-là, notamment au motif que finalement, là, ce qu'elle reprochait à la société adverse, c'est d'avoir repris en tout cas la position qu'elle avait dans le cadre de la photo et finalement de s'être inspirée, on va dire, de cette photographie. Et dans la mesure où la Cour a admis que la photographie n'était pas originale, que les choix créatifs qui ont été entrepris relevaient plutôt d'un concept ou d'une idée, finalement, sur cet argument-là, cet argument est transposable aussi au regard de la concurrence déloyale et parasitaire, et que finalement, la société adverse ne faisait que s'inscrire dans les tendances de la mode, dans les tendances, on va dire, plutôt du secteur, qui est de se présenter dans un ascenseur, se prendre en selfie dans un ascenseur, associé éventuellement d'un animal de compagnie. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans les antériorités, cette société, donc en défense, avait produit des photographies qui étaient prises par d'autres influenceurs qui eux-mêmes aussi se présentaient sous la forme de selfie dans un ascenseur. Et par rapport également à cette concurrence déloyale et parasitaire, il y a un élément aussi qui est intéressant, c'est que l'influenceuse en question mettait en avant le fait que sa communauté avait admis qu'il existait, que la photographie qui était incriminée se rapprochait effectivement de la photographie qu'elle revendiquait. Et donc, que cela caractérisait bien qu'il pouvait y avoir un risque de confusion entre les photos. Et là, la Cour relève que finalement, ces propos qui ont été donc relevés par sa communauté, en fait, sa communauté a identifié ce point-là après que l'influenceuse ait souligné auprès de sa communauté le fait que ces photos auraient été plagiées par une marque. Et donc, ce n'est pas spontanément qu'elle a reçu des messages de la part de sa communauté qui pourraient caractériser l'existence d'un risque de confusion, mais c'est uniquement après, lorsqu'elle a mis en comparaison, on va dire, sa propre photographie avec la photographie qui était incriminée. Merci. Donc nous allons passer au sujet suivant, qui était l'action en contrefaçon et donc le flacon de parfum de marque 3D de dessins et modèles, avec cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon. Alors, est-ce que vous pourriez revenir dessus, Maître Viguier? Oui, alors il s'agissait donc d'une affaire qui a porté notamment sur, qui était relative donc à une action en contrefaçon de droits d'auteur notamment, de droits d'auteur, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais également de marques tridimensionnelles et de dessins et modèles. En l'espèce, c'était les sociétés donc, qui sont titulaires des droits de manière générale sur le flacon de parfum que l'on voit à gauche, du parfum Le Mal de Jean-Paul Gaultier.
Et ces sociétés avaient agi à l'encontre de la société Jiffy du fait de la commercialisation du flacon de parfum que l'on voit à droite. Et donc, elles agissaient notamment au regard, donc elles se prévalaient notamment de 2 marques tridimensionnelles et de 2 modèles, de 2 titres de dessins et modèles. Et en l'espèce, donc elles ont été déboutées de leur demande, aussi bien au regard des marques qu'au regard des dessins et modèles. Et ce qui me paraissait intéressant dans le cadre de ces décisions, c'est que déjà, bon, il n'y a pas tous les jours des décisions qui portent sur des actions en contrefaçon en matière de marques tridimensionnelles. Et c'est la manière dont finalement on apprécie les actes de contrefaçon au regard de chacun des droits qui sont revendiqués. C'est-à-dire qu'en premier lieu, donc, la Cour s'est attardée sur les atteintes qui étaient portées aux dessins et modèles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de dessins et modèles, on se prononce vraiment au regard de l'appréciation d'ensemble et non pas au regard du risque de confusion, à la différence des marques. Donc, c'est-à-dire que là, en l'espèce, la Cour s'est fondée sur les 2 modèles tels qu'ils avaient été déposés. Ça, il y a plusieurs décisions d'ailleurs de justice qui vont en ce sens, c'est-à-dire que lorsque on procède à une analyse de la contrefaçon, on va dire, en matière de dessins et modèles, on se fonde uniquement sur le modèle tel qu'il a été déposé, sur les caractéristiques du modèle déposé et non pas sur le modèle tel qu'il est par la suite exploité. Donc, si jamais, par exemple, il y a des évolutions de marketing qui sont apportées sur la forme du produit à proprement parler, il faut prendre en considération uniquement le modèle tel que protégé par le titre de dessins et modèles. Et donc là, à la lumière donc, des 2 types de dessins et modèles et au regard donc, du produit qui est incriminé, la Cour a admis que l'impression d'ensemble était distincte auprès donc, du public averti, parce qu'en matière de dessins et modèles, on se fonde sur l'analyse qui est réalisée par le public averti. Et effectivement, lorsque l'on regarde finalement, si on peut revenir peut-être à la slide précédente, qui reproduisent les... Voilà. Lorsque l'on voit effectivement les produits en cause, ce que la Cour relève, c'est que le modèle qui était, les 2 modèles qui étaient incriminés portaient sur un buste, un tronc masculin, donc qui incluait également, on va dire, pas uniquement le buste, mais également la forme des fesses, à la différence du produit qui était incriminé, qui, lui, ne représentait que le buste. Et donc, même si finalement, on notait qu'il y avait quand même des ressemblances qui sont flagrantes, il existe également des différences. La Cour relève bien que l'appréciation de la contrefaçon s'apprécie quand même à la lumière des ressemblances, mais pour autant, là, les différences qui tiennent notamment au fait que le modèle qui était revendiqué, ça portait sur un tronc avec le caractère érotique, on va dire, du tronc qui n'apparaît pas sur le produit qui était commercialisé. Finalement, tous ces éléments-là permettaient de conclure que l'appréciation d'ensemble se distinguait au regard des 2 modèles en cause. Et s'agissant des marques 3D, la Cour se prononce donc de la même manière que l'on doit apprécier donc une atteinte à une contrefaçon de marque, donc c'est-à-dire à la lumière des produits et des services qui sont visés par le dépôt. Donc là, il n'y a pas de difficulté parce que le dépôt des 2 marques 3D, il y avait 2 marques 3D qui étaient revendiquées. Le dépôt des 2 marques 3D portait sur les produits en question. Et après, la Cour, finalement, a procédé à une comparaison, entre guillemets, des signes en cause. Donc, elle a reconnu que là, on ne pouvait pas procéder à une comparaison phonétique parce qu'il n'y a pas la marque, dans la mesure où il s'agit d'une marque 3D, ça n'a pas vocation à être prononcé. Par contre, d'un point de vue visuel, et selon l'argumentaire qui est relativement proche que celui qui avait été adopté en matière de modèle, elle a admis que finalement, les similitudes visuelles ne sont pas suffisamment importantes pour conclure justement à l'existence de similitudes notables. Et également d'un point de vue intellectuel, la Cour a reconnu que d'un point de vue les 2 marques qui étaient revendiquées, donc les 2 marques 3D, laissaient comme impression la présence d'un buste d'un marin, ce qui ne se retrouve pas sur le produit qui est argué de contrefaçon. Et donc finalement, il n'y avait pas de similitude
intellectuelle également entre les produits. Et là, donc, la Cour en conclut qu'il n'y a pas de risque de confusion, sachant qu'ici, le risque de confusion s'apprécie à la lumière du consommateur moyen et non pas du public averti. Et également, ce qui importe de dire, c'est que ici, donc on va dire Jean-Paul Gaultier d'une manière générale, revendiquait aussi la forte réputation de ces deux marques 3D antérieures qui portaient sur le flacon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réputation d'une marque, c'est quelque chose qui est pris en considération dans le cadre des tribunaux lorsque l'on se fonde uniquement sur le risque de confusion. Et c'est apprécié par les tribunaux lorsqu'ils analysent vraiment le risque de confusion à part entière. Et là, la Cour a considéré en l'espèce que même si la marque antérieure, enfin, en tout cas les deux marques antérieures, bénéficiaient d'une certaine réputation, en l'espèce, les différences notables, notamment donc visuelles, intellectuelles, qui existaient entre les signes en question, ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un risque de confusion. Et donc, la société a été déboutée donc, de ces demandes. Merci. Alors, je vois l'heure tourner. Alors, quelles recommandations pratiques vous pourriez proposer en la matière Alors, pour en une matière protection de efficace? Oui, pour une protection efficace, donc c'est effectivement, donc si on parle effectivement d'un flacon, ou même plus largement d'un packaging, c'est donc ce flacon ou un packaging peut être protégé, on va dire, par 3 types de droits. Donc le droit d'auteur, un droit de marque tridimensionnel et des dessins et modèles, ou éventuellement aussi une marque 2D, plutôt une marque 3D. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que finalement, en fonction des différents types de droits que l'on va adopter, il faut que finalement ça réponde aux critères de validité. Et notamment, donc si on revendique des droits d'auteur, il n'y a pas de démarche préalable à réaliser, mais il faut être à même de justifier des choix créatifs qui sont entrepris, ce qui n'est pas chose facile, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que l'originalité est appréciée aujourd'hui avec rigueur par les tribunaux. En termes de dessins et modèles, moi je pense que c'est la solution en tout cas qui est la plus envisageable, sous réserve de pouvoir, sous réserve que la forme en tout cas du flacon soit parfaitement nouvelle et enfin, en tout cas respecte bien les critères de validité d'un dessin et modèle. Et par rapport à la marque 3D, il faut bien avoir à l'esprit que pour qu'un flacon puisse être protégé par une marque 3D, il faut qu'il réponde à ce critère de validité de marque, qui est notamment ce critère de distinctivité, c'est-à-dire d'être perçu par le consommateur moyen, aujourd'hui dépôt, comme une identification d'origine. D'ailleurs, ça c'était un argument qui était avancé par la partie adverse qui sollicitait la nullité de la marque 3D au motif qu'elle est dénuée de distinctivité. Merci. Alors, dernier sujet concernant la cession de marques et rachat de magasins. On va évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 19 avril 2023. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur les faits de cet arrêt, s'il vous plaît? Oui, alors il s'agissait donc d'une décision, donc en fait en l'espèce, c'était la société Naturalia qui avait racheté, alors si je comprends bien les faits, qui avait racheté plusieurs magasins qui étaient exploités donc sous l'enseigne et la marque Serpent Vert. Et donc ces magasins finalement, bon bref, ces magasins ont été également rachetés, d'autres magasins, je veux dire Serpent Vert, ont été rachetés par d'autres sociétés. Et finalement, il y a eu un différend entre la société Naturalia et les autres sociétés qui avaient racheté les autres magasins au regard justement de cette fameuse marque Serpent Vert. Parce que les autres magasins, enfin les autres sociétés, souhaitaient déposer la marque Serpent Vert avec un nouveau logo. Et donc, la société Naturalia a saisi les tribunaux. Et donc, là, ce qui est intéressant à l'espèce, c'était de savoir si la société Naturalia pouvait se prévaloir de droits de marque, en tout cas d'atteinte à ses droits de marque, sur cette marque Serpent Vert, mais également de l'atteinte à ses droits d'auteur sur le logo qui avait été réalisé. Et elle est déboutée de ces demandes parce que, pour donc 2 raisons, par rapport aux droits d'auteur, à l'époque, donc l'ancien exploitant, on va dire, du magasin, avait fait appel à un graphiste pour qu'il procède à la réalisation du logo. Il n'y avait pas eu de cession de droit qui avait été formalisée entre ce graphiste et l'ancienne société, mais il y avait juste eu une concession, on va dire, d'utilisation de ce logo.
Et finalement, dans la mesure où il n'y avait pas eu de cession de droit, les tribunaux déboutent la société Naturalia de ces demandes fondées sur le droit d'auteur au motif que finalement, elle n'est pas titulaire des droits d'auteur sur le logo en question. Et dans le cadre de l'acte de rachat, il y avait une clause qui précisait que la marque qui avait revendu, donc les magasins, était titulaire de droits de propriété intellectuelle. Et les tribunaux considèrent que la société Naturalia se prévalait de cette clause, mais les tribunaux rappellent que cette clause n'est pas suffisante pour caractériser une cession de droit à proprement parler, dans la mesure où une cession de droit doit être formalisée conformément au Code de la propriété intellectuelle et inclure justement toutes les stipulations obligatoires qui sont notamment de mentionner l'étendue des droits cédés, la destination, le lieu, la durée d'exploitation, les modalités de calcul, du paiement, etc. Donc ça, c'était par rapport aux droits d'auteur, mais également au regard des marques qui est en considération, parce que ce logo donc, avait été déposé à titre de marque. Naturalia se prévalait de ces droits de marque et on a considéré que effectivement, l'acte de cession n'était pas suffisamment précis parce qu'il n'identifiait pas les marques qui étaient concernées, les marques en cause, et donc on ne pouvait pas considérer que Naturalia avait été pleinement propriétaire des marques dont était titulaire la société qui avait revendu les magasins en question. Donc l'erreur qui a été commise ici, c'est que finalement, l'acte de cession n'était pas, on va dire d'une manière générale, ici on parlait du cas de rachat de magasins, mais je pense que c'est d'une manière générale, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Il faut être extrêmement rigoureux quant à la rédaction, on va dire, des clauses qui sont propres au droit de propriété intellectuelle d'une société, de bien identifier, de faire un audit des actifs qui sont détenus par une société, et en cas de rachat, de bien identifier tous ces actifs et de bien expressément stipuler que l'ensemble de ces actifs sont pleinement cédés à l'acheteur, pour que cet acheteur puisse pleinement par la suite être considéré comme titulaire ou propriétaire de ces actifs, donc que ce soit des droits d'auteur, des droits de marque, de dessins et modèles, etc., et s'en prévaloir dans le cas d'actions en contrefaçon. Alors, vous avez devancé avec plaisir les recommandations à proposer en la matière. Alors, je ne vois pas de questions en commentaire, donc nous allons aller directement au contact et à la fin. Merci beaucoup. Ce webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup, Maître Viguier. On peut vous retrouver sur LinkedIn à Clara Viguier. On peut aussi vous trouver sur Instagram et sur votre site web claraviguier.fr, et je vais partager là dans une minute tous les liens pour que vous puissiez retrouver Clara Viguier. Je vous remercie aussi au nom de Piactu Nouveaux Médias, que vous pourrez retrouver en podcast, en vidéo. Je parle de replay évidemment. On peut aussi retrouver Piactu sur LinkedIn et Nouveaux Médias également sur LinkedIn. Et vous pouvez aussi envoyer un message à brice@nouveau.media, nouvo.media. Et également, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la newsletter à venir prochainement, promis. Voilà, écoutez, merci beaucoup Clara. Merci Pour également à vous. cette présentation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Alors, oui, ça on a répondu déjà. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire d'actualité avec Piactu. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Merci, très bonne journée. Au revoir.